Et bonjour Sonia De Villers, vous êtes ce matin l'intervieweuse interviewée. Vous êtes à la tête de la très prestigieuse interview du 7h50 de France Inter. Simon le disait à l'instant, record historique pour France Inter avec 7,2 millions d'auditeurs. Et même pour la maison de la radio, des résultats incroyables pour France Info aussi. J'imagine que ce matin, vous êtes heureuse, la station est heureuse. Ah mais plus qu'heureuse, c'est-à-dire que là, de l'autre côté du studio, vous voyez les caisses qui commencent à circuler, les bouteilles, les croissants, les jus d'orange, le café qui coule à flot, les tables qu'on est en train d'installer, c'est-à-dire qu'à 10h à la fin de la matinale, la matinale de France Inter, je crois qu'on dépasse les 5 millions d'auditeurs rien que pour la matinale, c'est-à-dire que rien que la matinale de France Inter devient une radio en elle-même encore plus puissante que quasiment la 3e radio de France, juste si on prend la matinale. Donc c'est des chiffres qu'on n'a jamais vus. Donc là, à 10h, il y a pot, il y a petit déjeuner, il y a hurrah, il y a félicitations, il y a embrassade. Et puis il y a merci à toutes les équipes surtout. Et paradoxalement, les Français n'ont jamais aussi peu écouté la radio, a priori. Ça vous inquiète ? Ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que... là, on est encore dans une période de bascule, qui est une période absolument passionnante. C'est-à-dire que le flux, l'antenne, reste extrêmement puissant. Donc nos matinales restent puissantes, les grilles restent puissantes. Mais le numérique monte énormément. Donc en fait, il y a énormément d'auditeurs, parce que le média radio est en train de fondre à vue d'œil, qui quittent les antennes. La question, c'est est-ce qu'on les récupère en numérique? Est-ce qu'on on les récupère? Est-ce que c'est eux qui téléchargent nos podcasts? Est-ce que c'est eux qui nous écoutent en replay? Est-ce que c'est eux qui nous suivent sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est eux qui nous like sur Instagram, qui nous like sur TikTok, sur Facebook, etc. C'est pas sûr. Donc ce qui est très intéressant avec le numérique, c'est qu'à la fois on récupère une partie de nos auditeurs, donc d'une certaine manière on vide le flux, puisqu'il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent choisir leur contenu et leur podcast sur l'application Radio France plutôt que de nous écouter en direct et de subir les choix que nous faisons par rapport à ce qu'eux voudraient écouter. Voilà. Mais on en recrute d'autres. Voilà. La vraie question, c'est pendant combien de temps ces deux pieds vont être puissants? Voilà. Et pendant combien de temps le flux, le direct, les antennes vont résister? Je pense qu'elles ont encore quelques belles années devant elles. Mais l'avenir est au numérique. Et quand on est diffusé sur un smartphone et plus sur un transistor, nos contenus se retrouvent en concurrence frontale avec des centaines de milliers de possibilités numériques. Donc, c'est plus du tout la même logique, c'est plus du tout la même bataille. Et la vraie question, ça sera une volonté politique, une volonté des pouvoirs publics. Est-ce qu'ils vont nous donner les moyens de continuer à nous imposer dans cette deuxième bataille qui est très différente de la première? Ces audiences font aussi de vous... Alors, c'est la consécration plutôt, mais l'intervieweuse en tout cas la plus écoutée. Ouais. Une certaine pression, c'est plus de 2 millions, environ 2 millions d'auditeurs chaque matin. Vous parlez du 7h50 comme d'un bulldozer, comme une machine, en tout cas une grosse machine. C'est la matinale, la grosse machine. Qui le 7h50, c'est un des rouages et de la matinale. Et qui peut vous prendre beaucoup de temps de cerveau, on va dire, disponible. Libération le décrit comme de l'orfèvrerie sous haute précision. Comment vous faites chaque matin pour vous lever, Sonia De Villers, avec autant de pression, avec autant de poids aussi sur les épaules, et puis avec aussi une idée d'aller chercher les gens à 7h50 alors qu'ils se réveillent avec des sujets qui sont parfois durs. Ce matin, on a parlé par exemple du cancer de la vessie avec Nicolas Maillot-Rossignol. Moi, je me réveille chaque matin avec une énorme envie d'y aller. D'abord, j'adore ça à l'antenne, j'adore ça le direct et j'adore ça à l'interview. J'adore. J'ai été éditorialiste aussi dans la matinale. J'aime écrire, j'aime l'exercice d'écriture qui est le billet. J'adore l'interview. Je pense que c'est mon exercice maître, c'est mon exercice phare. Et ça, je ne m'en lasse pas. Voilà. Je pense qu'on le sent dans une carrière d'intervieweur, le moment où on a l'impression que c'est de la redite, qu'on les a déjà entendues, que ces questions-là, on les a posées 1000 fois, qu'on sait d'avance les réponses qui vont arriver, qu'on a plus de degré d'excitation. Moi, je l'ai tous les matins. Et il est intact. Voilà, ça fait presque 20 ans que je fais de l'interview. J'ai aussi animé des émissions, mais quand même globalement ça fait presque 20 ans. J'adore ça et la radio ça reste une rencontre pour moi parce que j'ai démarré en presse écrite absolument inégalée.
Voilà, même si je reviens à l'écriture, même si je me suis mise à écrire, même si j'ai publié un livre, parce que l'écriture, c'est fondamental en ce qui me concerne. Mais cette oralité-là, voilà. Donc, tous les matins, j'y vais avec envie d'être en direct et avec envie d'interviewer quelqu'un. Ça, c'est la première chose. Ensuite, peu importe que le sujet soit dur, que le sujet soit lourd, que le sujet soit plombant, que le sujet soit grave, peu importe, qu'on parle à quelqu'un de connu ou à quelqu'un de pratiquement pas connu, des auditeurs, peu importe que le sujet soit polémique ou qu'il soit consensuel. En réalité, je pense que les auditeurs, ils ont rendez-vous avec une signature sonore parce qu'ils savent que quel que soit notre choix éditorial à 7h50, mon job, c'est d'aller leur prendre la main, de faire en sorte que dans le trajet de la brosse à dents à 7h49, il y ait quelque chose d'un seul coup qui ralentisse, qu'on fasse taire son percolateur dans la cuisine de café, parce que c'est ça, nous on est en concurrence avec des bruits domestiques. Mon job, c'est qu'il y ait un moment où on ait envie de tendre l'oreille, on ait envie que ça se taise et on a envie de tendre l'oreille. Et ma réussite, c'est de se dire, ce matin, quand je suis auditeur, j'avais vraiment pas envie d'un truc plombant. Ce matin, j'avais vraiment pas envie d'un sujet polémique. Ce matin, j'avais vraiment pas envie d'écouter cette bonne femme que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Eh ben, De Villers, elle a réussi à me la faire écouter. Elle a réussi à me la rendre intéressante. Elle a réussi à me faire m'intéresser à des choses auxquelles je ne pensais pas accorder du temps de cerveau disponible. Et ça, c'est la grande différence, les amis, entre le direct et l'offre en podcast. C'est la grande différence entre les antennes, le flux et l'offre numérique. C'est-à-dire que sur le numérique, ce sont les auditeurs qui font leur choix, qui font leur menu, qui hiérarchisent leur information. Sur l'antenne, c'est nous. C'est nous. Donc, c'est nous qui disons, voilà de quoi on veut vous parler. Voilà les gens qu'on a décidé de vous faire entendre. À nous de réussir à faire valider nos choix. Et parmi les personnes que vous avez fait entendre, on a eu Angela Davis, on a eu Teddy Riner, on a eu Francis Ford Coppola, on a eu François Civil, on a eu Isabelle Huppert, la liste est longue, c'est un casting de rêve. Mais il y a encore un invité que vous n'avez pas eu et que vous aimeriez avoir. Plein, mais de toute façon, c'est pas un invité. C'est-à-dire que le principe du 7h50, c'est qu'on fait du 360. C'est ça qui est extrêmement difficile dans cette interview. C'est qu'on fait du 360. C'est-à-dire que ce matin, j'avais un homme politique. Il a une tumeur à la vessie avec une récidive. Il a fait trois chimiothérapies. Il est maire de Rouen et il reste aux affaires. Voilà. Ce matin, cet homme politique, il était là, pour apporter un témoignage. Mais dans tous les cas, donc vous êtes à la tête du 7h, de l'interview de 7h50, pardon. Comment on choisit de savoir si un invité va plus aller au 7h50 ou à 8h20 ? En fait, c'est un collectif, la matinale. C'est un collectif. La haute main sur ce collectif, la haute autorité, c'est Marc Fauvel, le directeur de l'info, qui tranche. Mais c'est un collectif. Donc, on a 2 réunions par semaine avec Nicolas Demorand, avec Léa Salamé, avec notre productrice, avec toute une équipe de programmation. Et en fait, c'est un jeu de Tetris. On passe notre temps à décaler des invités. Donc, par exemple, un invité culture, est-ce qu'on le met à 7h50 ou est-ce qu'on le met à 9h20 chez Léa Salamé? Ce matin, c'est moi qui devais avoir Julien Doré à 7h50. Et puis, on a considéré qu'il y a trop d'actualité, que c'est trop lourd en ce moment, que peut-être l'info principale du jour, c'était plutôt le match France-Israël qui est sous très haute tension à Paris ce soir. Finalement, on n'a pas eu d'invité qui nous satisfaisait pour couvrir ce match-là. Mais d'ores et déjà, on s'était dit, ce jour-là, sachant que le 8h20 est sur un sujet de société, sur la sexualité des Français, on ne peut pas avoir Julien Doré. On a l'impression d'être complètement déconnecté des réalités. Donc, on va passer Julien Doré à 9h20. Et moi, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Et entre-temps, la déclaration de Nicolas Mayer-Rossignol est tombée. Et ça, typiquement, ça ne peut pas faire un 8h20. C'est trop long et ça s'y prête pas. Et ça ne peut pas faire un 9h20 qui est plutôt un rendez-vous de culture. Voilà. Il y a des jours comme ça qui comptent davantage d'heures que les autres, où s'accélèrent soudain les histoires qui font l'histoire. C'est Daniel Schneiderman qui l'a écrit, ce texte, à propos d'une de vos interviews. C'était celle de Judith Godrèche, en février dernier. Vous l'aviez déjà reçue en décembre, vous l'avez à nouveau reçue
en février. Donc c'est un jour où Daniel Schneiderman a dit du bien de moi. Déjà, il t'a marqué d'une pierre Comme blanche. quoi tout arrive, c'est ce que j'allais souligner. Exactement. Mais c'était une On formule, l'embrasse. en tout cas, pour souligner quand même qu'il y a des moments suspendus à 7h50. Ouais. Là encore, on le répète dans un moment parfois pour les gens où effectivement vous les prenez parfois, on l'a dit, au saut du lit. Je voulais juste vous faire écouter quelques secondes, 7 secondes de silence et de radio qui sont très importantes et qui sont rares parfois. Mais qu'est-ce qu'il veut de vous, Doyon ? Votre talent d'actrice ? La même chose. Que Benoît Jacot ? Votre corps ? Et donc il abuse de vous ? Et ça, c'est au su et au vu de... Pareil, de la grande famille du cinéma ? Oui, on peut dire ça. Enfin, ce qui s'est passé dans la maison de Jane, dans le bureau de Doyon, bon, ça, personne l'a vu, puis j'en ai parlé à personne. Mais ensuite, sur le tournage, oui, ça c'était hallucinant. Ouais, en fait, il a viré l'acteur... Judith Godrèche pour la première. J'ai jamais réécouté. Judith Godrèche pour la première fois évoque effectivement le nouveau cas après Benoît Jacot, celui de Jacques Doillon. Vous posterez une photo juste après de cette émotion. C'est très difficile quand on est intervieweur de gérer cette émotion, de prendre cette émotion. Vous devez garder l'antenne, vous devez maîtriser l'antenne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment vous faites pour, en quelque sorte, vous qui êtes une personnalité très entière, et vous n'êtes pas la seule intervieweuse, mais réussir à prendre sur soi et réussir à tenir face à son invité ? Parce qu'on ne fait pas de la radio pour soi, on fait de la radio pour les autres, en fait. C'est le maître mot de l'exercice de l'interview. On y met beaucoup de soi. Beaucoup de soi. Je pense qu'un auditeur, il doit savoir qui parle. Avant de savoir qui est l'invité, il doit savoir qui l'interviewe. Il doit savoir d'où je parle, qui je suis. Et je dois faire un travail très sérieux, très exigeant de journaliste. Ça ne s'appelle pas la neutralité. Ça s'appelle travailler au maximum son objectivité parce que j'ai travaillé. Mais ça ne veut pas dire effacer sa personnalité. Donc je dois mettre beaucoup de moi. Une bonne interview, c'est une interview où l'intervieweur met beaucoup de lui. Et où l'auditeur sait, et le spectateur en télé, qui parle et d'où il parle. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les intervieweurs qui sont toujours en retrait, dans un personnage. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'aime pas ça. Donc, je pense que les bonnes interviews, c'est les interviews où on met de soi. Mais la limite, c'est à la fois le travail journalistique. Je suis pas là pour épouser une cause. Je suis pas là pour mener un combat. Et la vraie limite, c'est que je ne fais pas de la radio pour moi, pour satisfaire mes goûts, pour, étancher mes haines, pour régler mes comptes. En aucun cas. Voilà. Donc je suis pas là pour déverser mes affects. Je suis là pour recueillir une parole, pour faire parler quelqu'un, pour obtenir des réponses. Et si on a en tête cet unique objectif, qui n'est pas que de poser des questions, tout le monde peut poser des questions, mais d'obtenir des réponses, pour que quelque chose de l'autre côté, au micro d'en face, se construise, se tisse comme récit, alors, en réalité, c'est pas très difficile. On est concentré que sur cet objectif-là. Que sur cet objectif. Il n'y a que ça qui compte, obtenir des réponses. Est-ce qu'il y a une question que vous regrettez d'avoir posée ? Plein, mais de toute façon, en arrivant à 7h50, j'ai entièrement réappris mon métier. Vraiment. Donc, je faisais de l'interview depuis très longtemps, mais pas comme on doit la faire aux 7h50 ou pas comme je la fais aujourd'hui. D'abord, il faut intégrer la durée, c'est monstrueusement court. Ça doit tenir en 8 minutes 30. Bonjour, merci, au revoir compris. C'est monstrueusement court. Par ailleurs, on est dans un flux extrêmement intense. Il y a le journal de 8 heures après, il y a les éditos avant. Ça file. Et
il faut intégrer la conversation que je vais avoir avec mon invité à cette espèce de conversation plus globale qui est celle du pouls le plus chaud de l'actualité. Ensuite, il y a de l'actualité politique dans cette tranche. Et l'actualité politique, forcément, ça imprime un rythme et un ton qui n'est pas celui du témoignage, qui n'est pas celui des artistes en promo, qui n'est pas celui du scientifique qui vient raconter sa découverte. Mais en même temps, je ne peux pas changer de personnalité tous les jours. Donc, je suis obligée de trouver une sorte de fil rouge qui est toujours du Sonia De Villers, c'est toujours l'interview de 7h50, quel que soit le mec en face. Voilà. Donc, j'ai entièrement réappris à travailler. J'ai entièrement changé ma manière de faire. Mais vraiment, quand je vous dis entièrement, c'est entièrement. Et je l'ai beaucoup fait sous la houlette de Marc Fauvel, qui a été un prof de radio absolument extraordinaire. Mais vraiment. C'est-à-dire que Marc Fauvel, alors c'était un peu dur au début, je vous avoue que c'était rude, hein. J'avais des débriefs tous les jours en sortant du studio, l'année dernière, au mois de septembre. Tous les jours en sortant du studio, septembre, octobre. Et comme Marc Fauvel a lui-même été un matinalier, lui-même un intervieweur sur France Info, il refaisait mes questions. Et aussi, j'ai eu droit à des trainings où il faisait d'un faux invité. Donc, j'ai été obligée de m'entraîner sur Marc Fauvel avec, très sérieusement, mon directeur de l'info qui me dit « Sonia, imagine que je suis Catherine Deneuve. » Non, là, Marc, ça va être difficile. Si. Je suis Catherine Deneuve. Vas-y, t'as 1 minute pour préparer tes questions. 1 minute, hein. Vas-y, on y va. Et là, donc, il joue extraordinairement bien, Marc Fauvel, Catherine Deneuve, mais pas seulement. Tout un tas d'invités sur lesquels j'ai été obligée de m'entraîner comme un boxeur face à son punching ball. Voilà. Et encore régulièrement, Marc me dit « Attention à ta relance, attention à tes attaques, attention à ton ton ». 8 minutes, c'est tellement concentré qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des voilà, des tics de langage. On ne peut pas se permettre d'avoir des blancs. Par exemple, on a remarqué qu'en première saison, enfin au début de la première saison, que souvent il y avait un mou. Alors ça peut vous paraître absurde en 8 minutes, mais en fait il y avait un mou en milieu d'interview. Il fallait remuscler. Un moment on décroche. Oh oui, à peu près. Mais il y avait un mou. Comment on cisèle la première question ? Comment on l'attaque ? Sur quoi on chute ? Voilà, tout ça on le réapprend. Donc des questions que j'aurais pas dû poser ou que j'ai mal posées, je peux vous dire il y en a 669. Vous parlez des politiques. C'est intéressant, quelques dernières questions, mais on a cité des bonnes critiques tout à l'heure, mais ça vous arrive aussi d'être critiqué, oui, Sonia De Villers, et parfois même par vos concurrents en direct. Je ne sais pas si vous avez entendu cet extrait, on va vous faire entendre, mais je pense que vous vous souvenez très bien de cette interview. Le 28 mai dernier, vous avez reçu Marion Maréchal Le Pen. Ça ne s'est pas très bien passé. C'était une interview compliquée. Vous avez défendu un certain nombre de faits face à elle, ce qui n'a pas été forcément bien pris. Avant que vous nous parliez... Alors, je ne veux pas l'écouter. Vous voulez pas l'écouter ? Non, je veux pas... Me protège. Non, mais je n'ai pas du tout envie d'écouter ni Pascal Praud, ni Cyril Hanouna. Non, mais alors, sur la critique, simplement, sur la critique, est-ce que... comment vous vivez justement ce battage médiatique qui peut parfois être très dur ? La critique, elle est très bien, elle est toujours la bienvenue. Et quand je vous dis je ne veux pas écouter ni Pascal Praud ni Cyril Hanouna, c'est pas parce qu'ils me critiquent, ils ont raison de me critiquer. C'est très bien, c'est très sain, c'est très normal, ça fait partie du débat démocratique, et le débat journalistique, il est vraiment au cœur du débat démocratique. En revanche, ils y ont été très forts, ils m'ont pas lâché de toute la journée jusqu'à toute la soirée, et derrière eux il y a des meutes. Voilà. Donc moi, ce que j'ai reçu comme insulte et comme menace ce jour-là, franchement, c'est inégalable dans ma vie. Vraiment. Ça a été jusqu'à des lettres que j'ai reçues à mon domicile, à mon adresse perso, écrites à la main, qui sont arrivées la semaine suivante, pour lesquelles j'étais obligée de porter plainte. Voilà. Donc, il faut savoir que quand il lâche les chiens, il lâche vraiment les chiens. Donc, la critique, elle est archi bienvenue. Elle est archi bienvenue. J'ai fait 9 ans d'émissions consacrées à l'actualité des médias et à l'analyse des médias. Moi aussi, j'ai disséqué, j'ai critiqué, j'ai réfléchi. La haine des médias et la critique des médias, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que en faisant ça, Cyril Hanouna et Pascal Praud, ils véhiculent une forme de haine des journalistes, une forme de haine des médias,
tout en prétextant que eux défendent le pluralisme. Mais quand on voit la violence des insultes et des menaces qui viennent derrière, ça s'appelle pas du tout défendre le pluralisme et ça s'appelle pas du tout défendre la liberté d'expression. Voilà, pas du tout. D'où le fait que j'ai aucune envie de les écouter. Après, par ailleurs, j'ai beaucoup regardé Cyril Hanouna et Pascal Praud. Ils ont aussi leur qualité et leur immense savoir-faire. Hein. Non, bien sûr, mais l'idée, c'était pas de vous faire réécouter pour ça. C'était juste pour qu'on comprenne bien que, en fait, il y a effectivement un effet de meute. Juste une indication quand même importante à préciser, c'est que vous recevez Marion Maréchal à 7h50. L'interview se passe pas très bien. Ça devient tout de suite un sujet dès 9h dans l'heure des pros. Breaking news, absolument. À midi, Pascal Praud va faire près de 40 minutes sur Europe 1, un de vos concurrents directs, en invitant Marion Maréchal, en libre antenne et en invitant d'autres personnes. Et c'était juste pour repréciser quand même la violence de ce qui s'est passé. Et le soir, Touche pas à mon poste passe en direct sur la séquence. Et l'heure des pros 2, puisqu'il y a, y a deux. Voilà. Et je peux vous dire que quand ça arrive chez Cyril Hanouna, moi je vous le dis sur mes réseaux sociaux, tout change. C'est-à-dire c'est là où arrivent des tarés finis qui ne savent pas qui je suis, qui ne savent même pas ce qu'est France Inter, mais pas du tout, qui ne savent même pas que c'était une séquence de radio, rien. Et là, déferlent sur, par exemple, mon compte Instagram, des dingues qui, là, vomissent une violence qui est démente. Hein. Démente. Et ça, c'est instantanément quand ça arrive chez Cyril Hanouna. Et un élément de contexte, dans les 30 minutes auxquelles Pascal Praud va vous consacrer l'antenne d'Europe 1, il va rediffuser 3 fois votre question, 3 fois l'antenne et 3 fois l'extrait. Voilà, exactement. En parlant, je ne vais pas refaire l'expression, mais et simplement un point sur les... Quand même, parce que vous n'en avez jamais parlé de ça, des menaces. Enfin, je ne crois pas. Moi, je n'ai pas entendu dans ce que vous avez reçu. Et après, on sait ce qui s'est passé pendant les élections législatives pour d'autres journalistes qui ont, eux, été victimes. Est-ce que vous, ça change quelque chose dans votre façon de faire, dans votre question? Pendant les législatives, vous pensez par exemple à la lettre reçue par Karim Rissouli, par exemple, qui s'appelle Nassira El Moadem. En fait, j'ai reçu la même. Voilà, la même écriture, le même procédé, le même papier, etc. J'ai reçu la même. Le truc, c'est que moi, je ne l'ai pas médiatisé, mais j'ai reçu la même, évidemment. Et en fait, et Karim Rissouli et Nassira El Moadem, cette lettre-là, elle leur arrive à un moment extrêmement précis, après un clash avec l'extrême droite. Voilà. Mais juste une question, est-ce que quand vous posez une question, quand vous avez eu des invités, d'autres après d'extrême droite, d'autres qui peuvent être défendus, ou en tout cas plutôt mis en avant par certaines personnes du groupe Vivendi ou Bolloré, est-ce que à ce moment-là, vous dites... Est-ce que je suis sûr de cette question? Non, de toute façon, on n'est jamais sûr. Ouais. Non, mais ça fait partie des questions que je regrette. Pas du tout sur le fond. Enfin, je veux dire, on venait d'avoir un échange très musclé avec Marion Maréchal Le Pen sur la question de l'actrice qui joue dans le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, qui est une femme trans. Voilà. Et qui venait de recevoir un prix à Cannes. Pour Marion Maréchal Le Pen, cette femme n'est pas une femme. Et pour Marion Maréchal Le Pen, ce prix d'interprétation féminine est une honte et un scandale parce qu'il aurait dû être remis à une femme et non pas à une fausse femme, à une femme trans, à un monstre, comme elle dit. Voilà. Donc on a un échange très musclé sur le sujet où je lui dis que la transphobie n'est pas une opinion, mais un délit. Voilà. Et quand elle me dit « je n'y crois pas », je lui dis « mais la question n'est pas d'être dans la croyance, là, c'est des faits. » Et il y a un moment, il y a la science et il y a la loi. Voilà. Donc l'échange est très musclé. Et comme je la pousse dans ses cordes 1 fois, 2 fois, 3 fois et qu'au bout d'un moment, elle n'a plus de réponse, elle se met à dérouler le tapis de tout ce que, aujourd'hui, elle combat de nos jours, dans la famille, en termes de GPA, de PMA, de transidentité, de mariage pour tous. Elle était en campagne des européennes aussi. Voilà, on était à quelques jours d'un scrutin, il faut le repréciser. Et elle-même en avait fait un sujet majeur pour les européennes. C'est pas moi du tout qui était allée, c'est elle qui en avait fait un sujet majeur pour les européennes. Ce qui est quand même très bizarre parce que ça n'a quand même rien à voir avec les européennes. Mais elle en avait fait un sujet majeur. Et donc elle se met à dérouler tout ça. Et c'est moi là qui lui dis... Donc, est-ce qu'on va en revenir à la conception de la famille chrétienne française, qui était la conception promue par le maréchal Pétain, puisque manifestement, entre les deux, rien ne s'est produit. Bon, là, elle voilà. Donc, pourquoi je le regrette? Je la regrette, cette question. Je la regrette parce qu'en réalité,
je pense que j'ai raison de la poser au sens où, sur le fond, elle se justifie parfaitement d'un point de vue de corpus doctrinaire et de corpus idéologique, et d'un point de vue historique, elle se justifie parfaitement. En revanche, dans une interview aussi courte, ça va trop vite et ça passe pour de l'outrance. Voilà. Et mon rôle de journaliste, d'intervieweuse et en plus d'intervieweuse du service public, c'est pas d'être dans l'outrance. Voilà. Donc, après, ce qui est extrêmement intéressant, c'est sa réaction à elle. Et ils ont tous bloqué sur ma question, mais ce qui est intéressant, c'est sa réaction. Première réaction, et ben c'est là que je vois que, en effet, on a bien raison de vouloir privatiser le service public, on fera 4 milliards d'économies. Donc, première, c'est on va tous vous raser, vous allez être privatisés, vous allez être virés. Tout de suite, la menace, la rétorsion. Eux qui passent leur vie à prôner la liberté d'expression. Ça, c'est sa première réaction. Sa deuxième réaction, c'est elle perd complètement les pédales. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Elle se met à me dire, vous m'auriez demandé si Hitler aimait la confiture de fraises. Là, je vous avoue qu'autour du plateau, on était tous complètement sidérés. Pardon ? Est-ce que vous m'auriez demandé si Hitler aime la confiture de fraises ? Et elle se met à le répéter 3 fois. Est-ce que Hitler aime la confiture de fraises ? Bon, je vous avoue qu'autour du plateau, on était quand même très... Voilà, le lendemain, tous les techniciens d'Inter se sont cotisés et m'ont offert un gros pot de confiture de fraises. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que j'aurais pas dû poser cette question qui est passée pour de l'outrance gratuite, parce que le format est beaucoup trop court et qu'une question comme ça, il faut l'étayer, il faut donner des exemples, il faut l'expliquer. Mais moi, j'ai trouvé ça quand même très intéressant, c'est-à-dire que tous les cadres de l'extrême droite française sont normalement surentraînés à répondre à des questions sur la naissance du Front National puis du Rassemblement National avec un Waffen-SS français, les accointances de Jean-Marie Le Pen avec toute l'histoire de l'extrême droite antisémite française et collaborationniste, etc. Cet héritage-là, ils sont hyper entraînés parce que ça fait des années qu'ils portent cette casserole-là, qui est plus qu'une casserole, qui est constitutive de l'identité de ce parti. Ça fait des années qu'ils sont hyper entraînés. En fait, on n'essaye même plus de leur poser ces questions-là parce qu'on a tout le temps les mêmes éléments de langage. Ce qui est intéressant, c'est comment, face à un truc tout bête, c'est sa réaction. Quand on a préparé l'interview, je vais vous dire un truc, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit poser une question sur les critiques sur France Inter ? Parce qu'on a un bruit, pas sur les critiques, mais plutôt sur le bruit que parfois France Inter, peut-être manque de pluralisme. Je vais vous dire un exemple. Par exemple, la semaine dernière, les patronnes de l'audiovisuel public étaient entendues à l'Assemblée nationale et c'est revenu tout de suite. La fameuse étude Thomas Moore qui a été débunkée par Libération, sur les invités. Mais cette idée que France Inter est certes à des audiences... Nos concurrents, par exemple, ont audité... Parce que quand même, ils veulent savoir, nos concurrents, je ne dirais pas lesquels, mais si vous cherchez, vous allez vite trouver, ont audité les invités reçus dans la matinale de France Inter et dans toutes les matinales de nos concurrents privés. D'accord ? Nous sommes de loin la matinale qui traite le moins de politique et nous sommes de très loin la matinale qui reçoit l'éventail le plus large d'invités. Mais c'est même pas de loin, c'est de très loin. C'est-à-dire que la variété est absolument vertigineuse. Et aujourd'hui, la matinale, elle fait 3 heures, plus des invités qui commencent dès 6h20 chez Mathilde dans le 5-7. Elle fait 3 heures. Prenez par exemple, vous avez qu'à prendre comme échantillon le débat de Nicolas à 9h, qui est vraiment un moment remarquable. C'est court, c'est intelligent, c'est concis. On en sort toujours plus intelligent. Non, mais regardez la variété des sujets qu'il traite, la variété des invités qu'il reçoit, regardez leur couleur idéologique, regardez leur parcours. C'est extrêmement intéressant parce que comment faire se parler en toute intelligence de manière extrêmement riche et constructive et personne n'aboie, personne se clash, personne se crache dessus. Mais les faits, on les connaît. France Inter est pluraliste. D'ailleurs, tout le monde le dit et ça a été dit et redit. Mais ma question, c'était peut-être simplement, vous, pourquoi c'est des médias, le bruit médiatique. Pourquoi il y a cette petite idée Pourquoi les journalistes, à chaque fois qu'ils interviewent une personnalité de France Inter ou même, ils se sentent obligés de poser une question sur. Oui, mais est-ce que le camp adverse, mon cher,
Parce que toute la galaxie Bolloré, mais pas seulement, le Figaro Magazine, le Figaro, Valeurs Actuelles, qui n'appartient pas à Bolloré. Donc on a tout un camp qui s'est mis en opposition à nous, qui a fait de nous son ennemi, qui a besoin de désigner un bouc émissaire à la vindicte populaire. Et de la même manière que Trump, en arrivant au pouvoir dans son premier mandat, n'a pas l'équivalent du service public aux États-Unis, donc a désigné CNN comme ennemi du peuple, je reprends, voilà, comme ennemi du peuple, comme émanation des élites, et en justifiant le fait qu'il faille taper sur les journalistes et vomir sur les médias, s'en méfier, voire les attaquer, mais même physiquement, puisqu'il y a beaucoup de journalistes qui se sont fait attaquer dans les meetings de Trump physiquement. Voilà. Donc en fait, désigner France Inter ou France 2 comme ennemi du peuple, comme arnaque qui consiste à capter l'argent public pour le mettre au service d'une élite contre le peuple, c'est deux choses. À la fois dire, regardez, nous on est du côté du peuple, évidemment, donc c'est d'un populisme crasseux, et surtout c'est dire, regardez comme eux ils sont enfermés dans un couloir idéologique. Voilà, donc c'est une manière de dire nous sommes les défenseurs de la pluralité. Toutes les études montrent que le nombre de sujets traités sur Europe 1 et sur CNews n'est même pas le 80e du nombre de sujets que nous traitons, et que la palette d'invités qui sont reçus, c'est la même chose, n'arrive pas au centième du nombre d'invités que nous recevons. Voilà. Mais c'est donc extrêmement manipulateur, et c'est manipulateur à dessein. Le problème, c'est que ça fabrique un bruit qui reste. Voilà. Et qui est un bruit médiatique que vous connaissez bien. Merci beaucoup Sonia De Villers, merci à vous pour votre temps et votre générosité. Et puis on vous retrouve tous les matins à 7h50 sur France Inter, du lundi au jeudi, sur Arte aussi. À 19h30 avec le Dessous des images. Dessous des images, où on continue à décrypter les médias. Merci beaucoup Simon. Merci Jocelyn, merci beaucoup Sonia De Villers. Nous on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode des 15 minutes médias. Et n'oubliez pas, gardez les yeux ouverts. Bonne semaine à tous.